Parfait. Alors, docteur, comme le cher collègue a dit, donc je suis neurologue et je m'intéresse particulièrement depuis à peu près 12 13 ans aux épilepsies et aux pathologies du sommeil. Je travaille dans un service de neurophysiologie et donc où je m'occupe particulièrement de ces deux disciplines. Extrêmement honorée d'avoir été invitée. Je trouve l'initiative et l'idée, le concept même de REMA très intéressant et c'est pour ça que je n'ai pas hésité un seul instant quand j'ai eu l'invitation. Et donc, sans trop tarder, on va commencer. Je vais essayer de traiter les épilepsies en 1 heure, mais vous le savez tous que ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter en 1 heure. En fait, c'est assez difficile, c'est un peu mission impossible de tout dire en 1 heure, mais on va essayer de voir les notions les plus importantes à connaître et à la lumière des dernières classifications. Alors, en guise d'introduction, c'est quoi une crise épileptique? C'est un symptôme. C'est un symptôme en rapport avec une souffrance cérébrale qui peut être d'origine diverse. Elles peuvent survenir de façon isolée ou entrer dans le cadre d'une épilepsie. Et donc, d'emblée, il convient de différencier deux notions différentes. La notion de crise épileptique, qui est un symptôme, au même titre que la douleur est un symptôme, donc symptôme d'une souffrance qui peut être passagère et ne pas nécessiter forcément un traitement au long cours. Donc, on différencie la crise symptôme de la maladie épileptique ou de l'épilepsie, qui est là une affection chronique caractérisée aussi bien par la répétition des crises, mais avec tout le cortège de retentissements sur le plan psychologique, sur le plan social, professionnel, scolaire, etc. Et donc, c'est une pathologie chronique, l'épilepsie, qui va relever d'un traitement médicamenteux ou chirurgical. Et donc, le traitement doit se suivre au long cours. Alors, 2 mots sur l'épidémiologie. 70 personnes dans le monde qui sont touchées par cette infection, avec une incidence moyenne de 50 environ par 100 000 habitants par an. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes, avec une répartition bimodale, avec 2 pics d'incidence. Un pic avant 1 an, normal, parce que c'est la période où vont se manifester les épilepsies dues aux souffrances néonatales et aux pathologies génétiques, et un pic après 65 ans, âge où on a plus de pathologies vasculaires. L'incidence est plus importante, malheureusement, sous nos cieux. Pourquoi? Parce qu'on a la fréquence des infections, mais aussi les problèmes d'accouchement non médicalisés qui font qu'on a encore, dans les pays émergents, beaucoup de souffrances néonatales. Il y a une surmortalité dans la population épileptique. C'est dû à 4 causes principales. D'abord, la mort subite de l'épileptique, le SUDEP, le Sudden Unexpected Death chez une épilepsie. On a plus de risques d'accidents et donc de décès, accidents de toutes sortes, domestiques, noyades, accidents de travail, accidents de la voie publique. L'évolution des maladies causales de l'épilepsie qui peuvent elles-mêmes, donc ces maladies, être à l'origine d'un décès. Et puis les suicides, le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans la population épileptique pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps vraiment de détailler. Alors d'un point de vue physiopathologique, à quoi correspond une crise épileptique? La crise épileptique correspond à une hyperactivité. Alors, cette hyperactivité des neurones, ça peut résulter soit d'un trouble constitutionnel, donc génétiquement, il y a des mutations de canaux qui font que le neurone va être très excitable, ou alors ça peut être acquis. Et en tout cas, ce phénomène d'hyperactivité implique 2 phénomènes. Le phénomène d'hyperexcitabilité à l'état normal, quand on stimule un neurone, on est censé obtenir un potentiel d'action. Dans le cas d'un neurone hyperexcitable, une stimulation unique va produire plusieurs potentiels d'action. Donc, à partir d'une stimulation qui peut être faible, on va avoir plusieurs potentiels d'action. Et pour caricaturiser un peu la chose, vous êtes dans un match de foot et votre équipe perd. Les supporters en général sont tous déçus, mais vous avez le gars au milieu qui est un peu hyper excitable et qui va réagir à cette stimulation qui, au final, est minime, va réagir d'une façon très, très intense par rapport à ce qu'on devrait réagir. Donc, d'abord, le phénomène d'hyperexcitabilité,
Deuxième phénomène, c'est le phénomène d'hypersynchronie. Là, ce n'est pas juste un neurone qui réagit de façon anormale, mais c'est un groupe neuronal qui va générer plusieurs potentiels de façon synchrone. Alors, on distingue les crises focales et les crises généralisées. Les crises focales démarrent quelque part au niveau du cortex. Et donc, du coup, la symptomatologie de la crise focale va dépendre du point de départ de la décharge. Donc, à titre d'exemple, si vous avez un point de départ au niveau occipital, on sait qu'au niveau occipital, on a les aires visuelles. Donc, on va avoir plus de manifestations visuelles à type de flash lumineux ou des manifestations élaborées à type d'hallucination visuelle. Si on a, par exemple, un point de départ au niveau temporal interne, zone qui est un peu le disque dur de notre cerveau, c'est là qu'on stocke toutes les informations, tous nos souvenirs, on va avoir une expression sous forme de trouble mnésique à type de sensation, par exemple, de déjà vu, de déjà vécu, l'impression d'avoir vécu la situation. Bien sûr, c'est quelque chose qui se produit, qui peut survenir chez chacun de nous de façon isolée, mais quand ça se répète de façon fréquente plusieurs fois par jour et que ça c'est associé à d'autres symptômes, on peut évoquer une crise épileptique. Si vous avez un point de départ, par exemple, au niveau du cortex moteur, vous allez avoir des manifestations motrices. Et donc, la crise focale est là un début vraiment très localisé en fonction de la zone où le foyer prend son origine. Donc, on a donc les crises focales et les crises généralisées. Donc, les crises généralisées, ici, c'est tout le cortex cérébral qui va s'activer de façon, qui va s'activer en même temps. Et donc, au début, on pensait que, au fait, le point de départ de ces crises, c'était les régions sous-corticales, notamment le thalamus. Mais actuellement, on sait qu'au fait, les crises généralisées démarrent aussi quelque part au niveau du cortex. Mais contrairement aux crises focales, il va y avoir une décharge très, très rapide vers le thalamus qui, à son tour, va envoyer un peu le message au reste du cortex. Sur le plan de la physiopathologie, là aussi, je vais être rapide. Pour ce qui est des épilepsies acquises, on a des remaniements acquis. Donc, suite à une infection, suite à un traumatisme, on peut avoir une neurodégénérescence, on peut avoir de la gliose, on peut avoir des lésions de prolifération axonale. En tout cas, ces lésions peuvent survenir de façon isolée ou s'associer pour produire une lésion qui va donc être à l'origine d'une hyperexcitabilité neuronale. Pour ce qui est des épilepsies génétiques, on a deux modes. Donc, on a le mode polygénique, c'est le mode le plus fréquent, et c'est le mode impliqué dans les épilepsies généralisées idiopathiques qui sont assez fréquentes. Et on a aussi le mode monogénique. Donc, dans le mode polygénique, c'est la malchance d'avoir l'association dans son patrimoine génétique d'une combinaison de gènes qui, quand ils sont ensemble, vont produire une crise épileptique. Donc, ce n'est pas un seul gène qui produit, mais c'est un certain nombre, une certaine combinaison qui va faire que l'association va donner une crise épileptique. Ce qui fait que dans ces situations-là, c'est vraiment de la malchance. Il faut vraiment que, donc pour avoir cette association, et donc c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de cas similaires dans la famille. L'autre mode, c'est le mode monogénique. Là, il y a une mutation d'un seul gène et dans ce cas-là, ça se transmet de génération en génération. Alors, devant un malaise, quand un malade fait un malaise, les questions qu'on va se poser, c'est d'abord, est-ce qu'il s'agit d'une crise épileptique? Après avoir pensé à la crise épileptique, il faut absolument éliminer les diagnostics différentiels. Qu'est-ce qui n'est pas épileptique? Troisième question, si j'ai retenu la crise épileptique, je dois me poser la question de quel type de crise il s'agit. Pourquoi? Parce que quand je vais connaître le type de crise, je vais pouvoir suspecter une localisation particulière et orienter le radiologue pour chercher une lésion dans cette zone. C'est sûr que quand on précise sur le bon épilepsie, le radiologue ne va pas vraiment scruter de façon précise toutes les régions du cerveau. Par contre, quand vous orientez, quand vous dites que vous suspectez un point de départ occipital ou frontal ou temporal, le radiologue va vraiment
essayer d'insister sur ces régions pour essayer de trouver une lésion. Pourquoi? Parce que si on a la chance de trouver une lésion, il se peut que cela relève d'un traitement chirurgical et le patient va être traité à vie. Alors, une fois que j'ai retenu le diagnostic de crise épileptique, je vais me poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une crise provoquée ou d'une épilepsie maladie? Ça veut dire, est-ce qu'il s'agit d'un accident, d'un symptôme, un symptôme d'une infection, un symptôme d'un trouble métabolique, hyperglycémie ou hypoglycémie. Donc, à ce moment-là, il ne faudra pas mettre le patient sous traitement long cours. Ou est-ce qu'il s'agit d'une épilepsie avec la répétition des crises, ou alors c'est un patient qui est susceptible d'avoir la récurrence d'autres crises, même à partir d'une seule crise. Alors, si j'ai retenu le diagnostic d'épilepsie maladie, je dois déterminer de quel syndrome s'agit-il. Et là, on a un certain nombre de syndromes épileptiques dont le diagnostic repose à la fois sur la clinique, c'est surtout la clinique, mais aussi les données de l'électroencéphalogramme, de l'imagerie et d'autres données comme la biologie, comme la génétique. Donc, c'est fonction de l'orientation diagnostique. Une fois que j'ai posé le diagnostic de syndrome épileptique, quel traitement? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour traiter ce patient? Donc, quels médicaments disponibles? Quels sont parmi les médicaments disponibles dans mon pays ceux que je peux utiliser dans le syndrome retenu et lequel choisir en fonction du terrain du patient? Alors, pour commencer, aspect clinique. Alors, la dernière classification des crises épileptiques date de 2017. Alors, c'est simple. On distingue, comme on a dit tout à l'heure, il y a les crises focales et les crises généralisées. Dans les crises focales, vous avez les motrices et les non motrices. Dans les crises généralisées, là aussi, vous avez les motrices et les non motrices. Donc, on commence par les crises focales. Quand j'ai un début partiel, c'est-à-dire que le patient commence par un symptôme qui va m'orienter vers une focalisation corticale, je dois préciser, est-ce que la crise s'associe à une altération de la conscience ou pas? Est-ce que le patient reste conscient au cours de la crise ou pas? L'exemple, par exemple, c'est un patient qui fait des clonies du membre supérieur. Alors, c'est une crise focale qui touche la zone, l'aire motrice responsable de la motricité du membre supérieur. Alors, c'est important de préciser si la crise motrice s'associe à une altération de la vigilance, c'est-à-dire que le patient s'arrête, ne réagit plus, ou si la conscience est préservée, donc le patient est capable d'écrire les symptômes du début à la fin. Et donc, une fois que j'ai précisé si la conscience est préservée ou pas, je classe ma crise d'abord en motrice, non motrice. Donc, motrice, pour commencer, ça comprend les automatismes. Donc, les automatismes, ce sont des automatismes moteurs que le patient va faire avec ses mains ou avec la bouche. Donc, c'est des automatismes répétitifs à type de manipulation des objets, de grasping, de mâchonnement. Et donc, ces automatismes m'orientent vers une localisation frontale ou temporale. Et les automatismes, ils présentent vraiment un problème de diagnostic différentiel avec les causes psychiatriques, dans le sens où c'est un patient, surtout si le patient ne généralise pas, ne fait pas de crise tonico-clonique généralisée au décours, parce que c'est un patient qui est là, qui est normal, et qui à certains moments commence à faire des automatismes, à se toucher les vêtements, à faire des mâchonnements, à répéter des choses. Et donc, on pourrait prendre ça pour une pathologie psychiatrique, alors qu'au fait, il s'agit d'une authentique crise épileptique. Donc, on a d'abord les automatismes, on a les crises atoniques, c'est des chutes brutales. On a les crises cloniques. Les clonies, ce sont des mouvements rythmiques d'un membre. On a les spasmes épileptiques. On a les crises hyperkinétiques, donc hypermotricité, ça se voit surtout dans les crises frontales. Et là aussi, on peut prendre ça pour une agitation psychiatrique. On a les myoclonies, ce sont des secousses brusques des membres, d'un ou plusieurs membres. Et on a les crises toniques, c'est une attitude tonique d'un ou plusieurs membres. Donc tout ça, ce sont les crises motrices, focales. On a aussi les crises non motrices. Dans les crises non motrices, donc c'est tout ce qui est non moteur, tout ce qui n'implique pas une participation donc, motrice. Et donc on a les crises autonomiques, c'est des crises qui se manifestent par exemple par une rougeur, un flash, ou au contraire une pâleur, une baisse de l'attention,
une piloérection. On peut avoir des crises non motrices à type d'arrêt moteur. Donc, c'est le patient qui est en train de travailler, en train de regarder la télé et qui subitement s'arrête de bouger et devient arrêt actif. Et les crises cognitives, les crises émotionnelles, avec une sensation de peur inexpliquée ou au contraire une sensation agréable. Les crises sensorielles, donc à type donc sensoriel par exemple visuel, donc à type d'hallucination visuelle, sensorielle auditive aussi, à type d'hallucination auditive. Et là, retenez donc pour résumer qu'il y a les motrices et les non motrices. Et bien sûr, ces crises focales peuvent être suivies d'une bilatéralisation secondaire ou d'une généralisation secondaire. Donc c'est là, ça commence par des manifestations focales et puis le patient perd connaissance et fait des mouvements tonico-cloniques généralisés. C'est très important de préciser avec le patient. Chaque patient qui vient avec une crise tonico-clonique généralisée, il est très important de préciser avec lui les tout premiers symptômes qu'il ressent avant la généralisation secondaire. Pourquoi? Parce que ce sont ces premiers symptômes qui vont orienter aussi bien l'électroencéphalographiste pour trouver un foyer, et que aussi bien le giste que le radiologue pour s'acharner à trouver une lésion dans la région qui correspond au début de la crise. Donc, on en a fini avec les focales, on passe aux généralisées, et dans les généralisées, là aussi, on a les motrices et les non-motrices. Donc, dans les motrices, vous avez les cloniques, donc ce sont des mouvements rythmiques. Ici, puisque c'est généralisé, ça va concerner les 4 membres. Des mouvements toniques, des mouvements myocloniques. Alors, la différence entre tonique et myoclonique, c'est que tonique, c'est vraiment rythmé. C'est un mouvement assez rythmé. Alors que les myoclonies, c'est en quelque sorte une sorte de sursaut. C'est des sursauts qui, même quand quand ils surviennent en salve, l'un après l'autre, ne se ressemblent pas forcément. Alors que la clonie, c'est vraiment un mouvement rythmique répétitif. On peut avoir la combinaison de tout ça, donc myoclonotonique, myoclonotonico-clonique, tonico-clonique, myoclono-atonique et les spasmes épileptiques. Donc ça, c'est pour les motrices. Et pour les généralisées non motrices, on n'a pas de manifestation. On n'a pas de manifestation motrice. Et donc, ce sont les absences. Et dans les absences, les deux principales formes à retenir, c'est les absences typiques. Donc, c'est le patient ou l'enfant qui est en train de jouer. À un certain moment, il s'arrête. C'est comme si on avait une vidéo qu'on a mis en mode pause. Donc, il s'arrête quelques secondes et puis il reprend son activité comme si de rien n'était. Et donc, vous imaginez que c'est des enfants qui ont beaucoup de problèmes scolaires parce que souvent, ils sont traités par des têtes dans les nuages. Ils ont du mal à se concentrer à l'école, surtout s'ils font plusieurs crises par jour. Et donc, on a les crises typiques. Les crises typiques associent cet arrêt, cette pause, avec un aspect EEG typique de pointon généralisé, et les crises atypiques où on a l'arrêt en pause associé à d'autres symptômes type chute du tonus. Donc, c'est le patient qui s'arrête, mais qui s'arrête de bouger, mais qui en même temps fait un affaissement, une chute, une ouverture de la bouche parfois avec incontinence salivaire. Et puis, on a des formes moins fréquentes, c'est les absences myocloniques et les absences avec clonie palpébrale. On n'en voit pas beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup moins fréquent que les absences typiques et les absences atypiques. Et donc, une fois que j'ai classé mes crises, il se peut que le patient ou l'entourage n'arrive pas à déterminer s'il y a un début focal ou pas. Et à ce moment-là, je vais classer mes crises dans le casier de début incertain. Donc, on ne sait pas trop si c'est un début focal ou un début généralisé. Donc, c'est ça l'actualité pour ce qui est de la classification des crises. Retenir qu'on distingue les crises focales et les crises généralisées. Et dans les deux, vous avez les crises motrices et les crises non motrices. Et pour les focales, vous devez absolument préciser si la conscience du patient est préservée ou pas, et préciser aussi s'il y a une bilatéralisation secondaire, ce qu'on appelait avant généralisation secondaire ou pas.
Alors, pour classer les crises, donc, comme je viens de dire, il faut voir le début. Donc, on différencie les crises focales et les crises généralisées. Si je n'arrive pas à, à- à déterminer le début, je vais parler de crise à début inconnu. Il est important aussi donc de préciser dans les deux cas s'il s'agit de crise motrice ou non motrice. Et pour les crises focales, on va avoir l'état de conscience, s'il est préservé ou pas. Alors, c'est ce qu'on appelait au fait les crises focales avec altération de la conscience, c'est ce qu'on appelait avant les crises partielles complexes. Quand, quand on avait des crises focales, quand la conscience était préservée, on parlait de crise partielle simple. Quand la conscience était altérée, on parlait de crise partielle complexe. Le terme a été supprimé parce que le terme complexe a une connotation un peu négative. Le patient peut croire que parce que ça s'appelle complexe, ça va être difficile à traiter. Alors que complexe, c'est juste par rapport à l'état de conscience, s'il est préservé ou pas. Donc, une fois qu'on a classé nos crises et qu'on retient par exemple une crise focale, il va falloir vérifier le premier symptôme. Alors, c'est important pour les crises focales, c'est toujours, on tient compte du premier symptôme à apparaître. On ne tient pas compte du reste. À titre d'exemple, un patient qui commence par me faire, par exemple, des manifestations visuelles à type d'hallucination et qui par la suite fait une attitude tonique du membre supérieur droit, puis une généralisation secondaire. Alors, visiblement, c'est une focale avec généralisation secondaire. Mais pour classer la crise, je tiens compte du tout premier symptôme qui est apparu. Donc, même si l'attitude tonique dure, je ne sais pas, 5 minutes, je ne vais pas dire que c'est une crise focale motrice, parce que le tout début, au fait, il était visuel. Donc, je tiens compte du tout premier symptôme que le patient a présenté, indépendamment de la durée de ce symptôme. Donc, après la classification de la crise selon le premier symptôme, il est important de décrire les signes associés. Et donc, à ce moment-là, on va parler, par exemple, dans le cas que je vous ai présenté, de crise, par exemple, de crise occipitale, parce que ça démarre au niveau de l'aire visuelle, suivi de manifestations motrices à type de clonie du membre ou de tonie du membre supérieur. La bilatéralisation secondaire, c'est quand le patient va généraliser, et donc on n'utilise plus le terme généralisation secondaire, mais plutôt bilatéralisation secondaire. Ça correspond à la diffusion de la crise qui était focale à tous l'hémisphère, aux deux hémisphères. Alors, une fois qu'on a retenu le diagnostic de crise épileptique, c'est important de se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une crise isolée, un accident, un symptôme passager qui ne va pas relever forcément d'un traitement au long cours, ou est-ce qu'il s'agit d'une épilepsie maladie? Alors avant, ce qu'on a appris à la fac, pour les anciens en tout cas, ce qu'on nous a enseigné, c'est que l'épilepsie est définie par la répétition des crises. Et on nous avait répété qu'au fait, quand on a une crise unique, il faut attendre la deuxième crise pour traiter, pour mettre le malade sous traitement au long cours. Or, c'est quelque chose d'un peu aberrant, vu que, par exemple, si vous avez un malade qui a fait une seule crise et vous faites une imagerie et vous tombez sur un processus cérébral, est-ce qu'il faut attendre la deuxième crise pour traiter? La cause de la crise, elle est là, elle n'est pas encore traitée. Donc, tant qu'on n'a pas traité l'étiologie qui est la tumeur cérébrale, les crises vont se répéter. Et donc, il serait un peu bête d'attendre la deuxième crise pour traiter, alors que cette deuxième crise peut être au fait un état de mal épileptique. Ou alors, on peut avoir une deuxième crise qui arrive sur les lieux du travail, le patient est en train de manipuler un objet dangereux ou au volant de sa voiture. Et donc, c'est pour ça que la classification de 2014 permet actuellement donc, de retenir le diagnostic d'épilepsie à partir d'une seule crise épileptique. Si j'ai un des critères suivants. Donc, je vais retenir le diagnostic d'épilepsie dès la première crise. Donc, si j'ai déjà la situation la plus simple, c'est quand le patient vient et me dit, au fait, j'ai déjà fait 3 crises avant.
quelques années avant, j'ai déjà fait plusieurs crises. Donc là, on ne se casse pas la tête, c'est évident, c'est une épilepsie maladie, il va falloir le mettre sous traitement. Alors la difficulté, c'est quand il vient, il a fait une seule crise. Alors là, on va céder des examens complémentaires pour voir si on a un risque de récidive qui dépasse les 60%. Et ces examens complémentaires, ça va être le G, l'imagerie. Et donc, si j'ai, par exemple, si je mets en évidence une lésion IRM, probablement que le patient va récidiver. Donc, je ne vais pas attendre la deuxième crise pour le traiter. Et puis, l'autre situation où je vais traiter d'emblée, c'est quand j'ai d'emblée le diagnostic de syndrome épileptique. L'exemple type, et qu'on voit fréquemment en pratique, c'est le patient qui vient pour crise généralisée tonico-clonique. Et quand vous lui posez la question, est-ce qu'il a déjà fait des crises avant, il vous dit non. Mais par contre, quand vous demandez s'il fait des myoclonies, il vous dit oui, je fais des myoclonies, des sursauts, qui sont très souvent banalisés par les patients parce que ça n'entraîne pas de chute. Et donc, les patients, généralement, ils ne jugent pas utile d'aller consulter pour les myoclonies matinales. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir suspecter un syndrome particulier qui est l'épilepsie myoclonique juvénile, où on a l'association de myoclonie matinale avec des crises tonico-cloniques généralisées. Et là aussi, je dois traiter d'emblée, ne pas attendre qu'il fasse une deuxième crise généralisée. Donc, j'espère que c'est clair. Avant, on retenait l'épilepsie maladie suite à la répétition des crises, donc au moins 2 crises. Actuellement, c'est la situation la plus banale, c'est quand on a la répétition des crises, mais on peut retenir le diagnostic d'épilepsie maladie à partir de la première crise épileptique si ma recherche étiologique montre une susceptibilité que le patient refasse une crise. Et donc, à ce moment-là, il faut traiter même quand c'est une seule crise. Alors, petit rappel des caractéristiques importantes des crises épileptiques. La crise épileptique a des caractéristiques qui sont le début brutal, donc c'est quelque chose qui survient de façon inopinée. Elle peut être perçue ou non. La durée est brève. Alors, tout ça, pourquoi je fais ces rappels? Parce que je vais parler des diagnostics différentiels et donc retenir que la durée de la crise, c'est habituellement moins de 5 minutes. Si j'ai un patient qui vient et qui me rapporte des mouvements d'agitation qui ont duré toute une journée, donc à moins que ce soit un état de mal épileptique, et à ce moment-là, il serait comateux, ce n'est pas une crise épileptique. La crise épileptique ne dure pas, généralement pas plus de 5 minutes, à moins que ce soit un état de mal épileptique. Et donc, la durée est typiquement brève, moins de 5 minutes. La confusion, bien sûr, quand on parle de durée de la crise, c'est la durée des manifestations positives, c'est-à-dire soit les manifestations motrices pour les crises motrices, soit des manifestations sensorielles ou cognitives pour les crises non motrices. On ne comptabilise pas dans la durée le coma post-critique. Autrement dit, si un patient fait des mouvements tonico-cloniques pendant 2 minutes avec un coma post-critique d'1 heure, je ne vais pas dire que la crise a duré 1 heure et 2 minutes. Je vais dire que ça a duré juste 2 minutes parce que je ne comptabilise pas le coma ou la confusion post-critique. Je ne comptabilise que les manifestations positives. Alors, quand on a une épilepsie, le propre de l'épilepsie, c'est que les crises vont se répéter de façon stéréotypée. On a dit que c'est un réseau neuronal qui est hyperactif. Et donc, c'est toujours le même réseau neuronal qui va s'activer toujours de la même façon. Donc, par exemple, quand vous avez un patient qui vient en consultation et qui vous dit qu'il fait des fois des clonies du membre supérieur et des fois c'est du membre supérieur droit et des fois c'est de l'autre côté, là, c'est pas très logique. Donc, il faut commencer à se méfier des diagnostics différentiels. Normalement, le propre de l'épilepsie, c'est que vous avez un copier-coller des mêmes symptômes à chaque fois. Ça se répète de façon stéréotypée et donc à chaque crise, vous allez avoir la répétition du même scénario. Si ça commençait par des manifestations visuelles plus une manifestation motrice, c'est toujours la même façon. Donc la sémiologie ne change pas, à moins que le malade ait la malchance d'avoir plusieurs lésions. Plusieurs lésions qui se manifestent par plusieurs types de crises. Et ça, c'est vraiment très rare. Donc, retenir donc que le début est brutal, que la durée est brève, moins de 5 minutes, et que les crises, quand on a une épilepsie maladie, se répètent toujours de façon stéréotypée. Et donc, déjà à l'étape clinique, si je retiens ces éléments, je vais pouvoir éliminer pas mal de diagnostics différentiels déjà à l'étape clinique.
Et donc là, je vous passe quelques vidéos de certaines crises épileptiques. Ça va, Steve? Est-ce que tu peux me généraliser, hein? Et donc, devant ce malaise, la première question, c'est de me demander est-ce que c'est une crise focale ou généralisée? Alors là, c'est une crise généralisée parce que ça commence par des myoclonies aux quatre membres, et puis on a une attitude tonique, et puis des mouvements tonico-cloniques. Deuxième question, donc, est-ce que c'est quel type de manifestation? Est-ce que c'est une crise généralisée motrice ou non motrice? Dans les généralisés, on a vu que les motrices, c'est les myocloniques, tonico-cloniques, l'association des différents types, ou alors les absences. Là, c'est moteur. Donc, et là, si je reviens au tout début pour voir, ça commence par des myoclonies. Vous avez vu les myoclonies, ce sont des sursauts irréguliers des membres. Je repasse parce qu'il faut les différencier des clonies. Donc, c'est des sursauts irréguliers, ils ne se ressemblent pas. Et ensuite, vous avez une attitude tonique. Donc, attitude tonique des quatre membres avec même opisthotonos. Et puis là, vous avez une phase clonique. Donc, si je dois classer cette crise, je vais dire que c'est une crise généralisée. Est-ce que c'est moteur ou non moteur? C'est moteur. Est-ce que c'est quel type de moteur? C'est myoclono, donc ça a commencé par des myoclonies, tonico-clonique. Donc, c'est comme ça que je vais classer donc, cette crise épileptique. Le même patient. Ça s'est passé comment? Là, ce sont des myoclonies. Autrement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Des myoclonies. Donc, c'est des sursauts donc, irréguliers qui ne se ressemblent pas forcément. Et donc, on les voit assez fréquemment dans l'épilepsie myoclonique juvénile. Elles sont surtout matinales. Il n'y a pas d'altération de la conscience. Très souvent, il n'y a pas d'altération de la conscience. Pour qui joue de la musique et ça va se pique. C'est l'enfant qui est en train de parler. Et là, ça s'arrête. C'est quoi le dernier? Raconte. Les yeux ouverts, il ne réagit pas. Fin de la crise. Fin de la crise et il ne se rappelle que de ce qui s'est passé avant la crise. Et donc là, c'est une crise généralisée et motrice, non motrice, c'est non moteur, c'est une crise absence. Typique ou atypique, c'est une crise absence typique. D'abord parce qu'on a juste l'arrêt avec la fixité du regard et la réactivité sans autres symptômes associés. Deuxièmement, parce qu'à l'EEG, j'ai ce qu'on appelle des pointons rapides généralisés qui permettent de diagnostiquer, de poser le diagnostic d'épilepsie absence, donc de confirmer le diagnostic d'épilepsie absence de l'enfant. Donc ici, c'est une crise généralisée, non motrice, à type d'absence. Là, c'est un patient du service. Donc, il est en train de manger tranquillement. Il ouvre son yaourt. Et là, il s'arrête en mode pause. En même temps, à l'EEG, j'ai des pointons généralisés, rapides, à début et fin brusque. Et juste après, il reprend son activité motrice comme si de rien n'était. Et là, c'est une deuxième crise absence qui arrive. Donc là, aussi, j'ai l'enregistrement d'une crise généralisée, motrice, non motrice, c'est non moteur, à type d'absence typique. Là, c'est un petit qui faisait, chez qui les parents rapportaient des épisodes d'arrêt moteur, là aussi, qui pouvaient faire évoquer des crises absentes.
Alors, il est enregistré en vidéo EEG et là, on remarque qu'il y a un arrêt moteur. Il regarde vers le haut et il cligne excessivement. Alors, on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais il fait aussi des petits mouvements avec la bouche. Et donc là, quand je revois les anomalies, j'ai déjà cette crise qui est sous forme d'arrêt moteur avec fixité du regard, petite déviation vers le haut. Et quand je regarde l'EEG, on verra tout à l'heure pour les principes de l'EEG, en gros. Donc, j'ai un début qui n'est pas aussi franc que sur la dernière crise. Pour la dernière crise, regardez le début, il était vraiment net, tranché. Là, c'est pas aussi clair que sur la dernière crise. Donc, c'est pas très net. J'ai même des petites pointes de ce côté. Et donc là, je suis devant une crise généralisée, mais de type absence atypique. Autre crise. Donc là, le type de crise, c'est une crise généralisée et une résolution du tonus, résolution brusque du tonus. Donc, c'est ce qu'on appelle une crise atonique. Alors, si vous remarquez, c'est un enfant qui tient déjà, il doit avoir dans les 7 ans, mais regardez sa façon de tenir le stylo, ça se voit qu'il a un retard psychomoteur parce qu'il ne tient pas correctement le stylo sur la vidéo. Donc, les crises atoniques, quand vous dites crise atonique, ne décrivez pas d'atonique, par exemple, une syncope. La crise atonique, ce n'est pas juste une résolution du tonus, c'est vraiment une crise qui survient de façon brutale, avec des chutes très souvent traumatisantes. Et quand vous dites crise atonique, c'est que vous pensez déjà, vous avez en arrière-pensée des syndromes épileptiques type encéphalopathie épileptogène. C'est dans les encéphalopathies épileptogènes, notamment dans le Lennox-Gastaut, qu'on voit les crises atoniques. Donc, un monsieur de 70 ans qui vous fait une chute de sa hauteur, on ne va pas décrire ça de crise atonique. Ce serait faux, ce serait une erreur de dire que c'est une crise atonique, parce que les crises atoniques se voient dans les encéphalopathies épileptogènes. Là, c'est un patient du service. Alors, le patient, c'est celui qui est dans le lit. Alors, première question. Donc, alors déjà, ça se répète toujours de façon stéréotypée, toujours de cette façon. Donc, on suspecte une crise épileptique, on l'enregistre. Première question, est-ce qu'il s'agit d'une crise focale ou généralisée? Réponse, c'est une crise focale. Pourquoi? Parce que ça ne concerne que la zone brachiofaciale. Alors, je ne sais pas si vous avez bien regardé sur la vidéo, mais il fait une attitude dystonique du membre supérieur droit avec une activation du tonus au niveau de l'hémiphase droit. Et donc, je suis devant une crise focale. Est-ce qu'il y a altération de la conscience ou non? Donc, dans son cas, il n'y a pas d'altération de la conscience. Même quand on le stimule, il reste réactif et il répond en pleine crise. Il se rappelle du déroulement exact de la crise. Donc, c'est une crise focale, motrice, sans altération de la conscience et sans généralisation secondaire, vu qu'ici, il n'a pas fait de bilatéralisation secondaire ou de généralisation secondaire. Et donc, quand on regarde le G, c'est un enregistrement vidéo G. Alors, si vous voyez, vous avez ces espèces, on compare toujours la gauche par rapport à la droite. Donc, en chiffre pair, vous avez tout ce qui est droit, en chiffre impair, ce qui est à gauche. FP, ça veut dire frontopolaire. F, ça veut dire frontal. T, temporal. O pour occipital. C pour central. Et donc, quand je compare là et là, je vais voir qu'il y a des petites pointes sur la région frontale. Gauche,
Et là, il a manifesté une crise motrice brachiofaciale droite. Donc, c'est un peu logique. Donc, ce que je trouve à l'EEG est logique. En même temps, j'ai en bas les deltoïdes. Donc, j'ai en bas l'enregistrement EMG des deltoïdes qui me montre qu'en même temps que j'ai ces petites pointes recrutantes au niveau frontal gauche, j'ai une activation du tonus au niveau du deltoïde droit. Et donc là, je vais orienter le radiologue, je vais lui dire de chercher des choses au niveau frontal gauche. Donc, c'est mieux que de lui dire crise épileptique et autre crise. On l'a une. Donc, il signale le début de la crise. Oui. Celle-là, elle est très forte. Hein. Elle est très forte. Alors, question, est-ce que c'est une généralisée ou une focale? C'est une focale. Est-ce qu'il y a altération de la conscience ou pas? Il n'y a pas d'altération de la conscience parce qu'il reste réactif, il interagit, il décrit même sa crise en pleine crise. Est-ce que c'est de type moteur ou non moteur? C'est de type moteur. Quel type de moteur? C'est clonique. Et donc, ça va m'orienter vers l'aire motrice, donc responsable de la motricité du membre inférieur. Ici, c'est le membre inférieur gauche. Et donc, je vais orienter le radiologue pour chercher au niveau frontal interne, qui est, comme vous vous rappelez, si vous vous rappelez, l'homunculus moteur, le membre inférieur se projette au niveau frontal interne. Regarde. Il y a un peu plus rouge, là. Je suis un truc très bizarre. J'ai comme une balle qui est en train d'aller partout. Ça m'est jamais arrivé. Une balle. Une balle. Et c'est de plusieurs couleurs. Je croyais que c'était d'abord parce que j'ai tourné la tête de la télé, mais quand je regarde autre part, cette balle est en train d'aller boing, boing, boing. Ça, j'ai jamais eu. C'est quelque chose que tu connais pas. Non. Et regarde de mon côté, là. Regarde-moi. Tu la vois toujours? Ouais. Là. Elle est où, là? Elle est à droite? Je me sens bizarre. T'as les yeux qui sont déviés vers la droite. On dirait qu'elle n'arrive pas à ramener son regard par Oh là. mon Dieu. Ça va? Non, ça Qu'est-ce m'est qui se jamais passe? arrivé. Elle a vu une balle. Ça vous est jamais arrivé, ça? Non? Tu as éventuellement, elle doit généraliser. Donne-moi Doucement. Ça va? Non? Qu'est-ce qui se passe là? déviation complète. Hein? Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Elle a des... Serrez-moi la main là. Vous m'entendez encore un petit peu? Ça va? Est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que vous voyez des choses? Ah, je vais généraliser. Et donc, si je dois classer cette crise, est-ce que c'est une focale ou une généralisée? Je vais toujours voir le début de la crise. Donc, j'ai un début qui est focal parce qu'elle commence par cette perception de boules colorées qui se déplacent dans le champ visuel. Et ensuite, j'ai l'apparition d'autres symptômes. Les autres symptômes qui sont apparus, elle est en train de dire « je me sens bizarre ». On peut imaginer alors que la décharge diffuse vers les zones qui contrôlent les émotions et donc notamment les structures temporales et frontales internes et basifrontales. Et ensuite, elle finit par généraliser. On a un autre symptôme qui est associé, qui est la déviation de la tête et des yeux vers la droite. Et donc, si je dois classer cette crise, c'est une crise focale, non motrice. Même si j'ai des manifestations motrices vers la fin, comme je vous ai dit, on va toujours décrire le tout premier symptôme apparu. Et le tout premier symptôme apparu, c'est cette boule qui se déplace dans le champ visuel. Donc, c'est une crise focale non motrice de type sensoriel, visuel, avec apparition secondaire d'une déviation conjuguée de la tête et des yeux vers la droite, avec des manifestations, des sensations bizarres qui orientent vers
une diffusion vers les régions responsables des émotions, puis généralisation secondaire. Et le début de la crise, il est perçu. Donc là aussi, si je vais orienter le radiologue, je vais lui demander de me chercher une lésion au niveau occipital. Alors, je suis claquer de main, et le pied gauche, le droit, la tête, tourne la tête vers la gauche, il va généraliser. Là, le début de la crise, comment il se manifeste? Il se manifeste par des mouvements. Donc déjà, c'est une focale. Motrice, non motrice, visiblement, c'est des mouvements. Donc, je suis dans une crise motrice. Alors, quel type de moteur je dois classer? Est-ce que c'est des mouvements cloniques? Non, on a dit que les clonies, c'est assez répétitif, c'est stéréotypé. Ça se répète toujours de la même façon, de façon rythmée. Là, si je dois répéter le mouvement, il fait ça. Donc, des claquements des doigts et il tape des mains. Les jambes qui sont en train de faire des mouvements irréguliers. Donc, ce n'est pas tonique. Ce n'est pas clonique, ce n'est pas myoclonique, c'est un excès de mouvement. C'est ce qu'on appelle les crises hypermotrices. Alors, les crises hypermotrices sont typiques du lobe frontal, surtout la partie antérieure. Et donc, au niveau du lobe frontal, plus vous allez en avant, plus vous avez des manifestations comportementales, un type d'agitation. Alors, cette agitation, vous imaginez ce patient, on pourrait très bien le prendre pour un patient adressé en psychiatrie, parce qu'il fait des manifestations assez violentes, parfois agressives si quelqu'un est à côté. Et la différence par rapport à l'agitation psychiatrique, c'est qu'ici, on l'a dit, les crises, elles durent toujours moins de 5 minutes, surtout pour les crises frontales. Et il y a un retour très, très rapide à un état de conscience normal, comme si de rien n'était. Et donc, c'est ce qui permet de différencier un peu les deux et d'adresser le patient en neuro au lieu d'adresser en psychiatrie. Mais c'est très souvent des patients que les gens prennent pour des patients de psychiatrie. Donc là aussi, je vais pouvoir orienter le radiologue pour chercher des choses au niveau frontal. Début de la crise. Oui, on arrête. Hein. Elle a un trou de main. On arrête. Qu'est-ce qu'il y a, là? Un trou de main. Oui. Elle a un migraine. Serre-moi la main. Serre-moi la main fort. Je vais. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez les mâchonnements. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Non, non. T'as quelque chose à la bouche? Non. Elle a une mydriase magnifique. C'est quoi ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Oui. Et donc, si je dois classer cette crise, est-ce que c'est généralisé ou focal? C'est focal. Est-ce qu'il y a altération de la conscience ou pas? Il n'y a pas d'altération de la conscience parce que même en cours de crise, elle est capable d'identifier des objets, la montre, le stylo, elle est capable de décrire ce qui lui arrive. Première manifestation qu'elle a ressentie, c'est le trou de mémoire. Donc, ça m'oriente vers une zone qui contrôle tout ce qui est mémoire, donc la partie temporale interne. Et comme autre manifestation, j'ai la mydriase, qui est un trouble neurovégétatif, là aussi, qu'on voit souvent dans la partie temporale interne, plus le mâchonnement qui est assez typique des crises du temporal interne. Et donc là, j'ai un ensemble de manifestations cliniques qui vont m'orienter vers le lobe temporal interne pour que je puisse orienter le radiologue vers cette zone. Et si je dois classer la crise, c'est une crise focale sans altération de la conscience. Est-ce qu'elle est motrice ou non motrice? C'est un trou de mémoire, donc c'est non moteur. Donc, le premier symptôme, c'est un symptôme non moteur. C'est une crise cognitive, donc le trou de mémoire, suivi de l'apparition d'automatismes buccaux. Alors, quand je parle de crise épileptique, quand je suis à l'étape clinique, il convient d'éliminer ce qui n'est pas une crise épileptique. Et ce qui n'est pas une crise épileptique, le premier diagnostic qu'on doit éliminer, c'est les syncopes. Alors, les syncopes, comme vous le savez, ça s'accompagne ou c'est précédé très souvent
de prodrome, donc un type de sensation de malaise, une sensation de bouffée de chaleur ou à l'inverse, le froid avec le frisson. C'est le patient qui sent qui sent un peu une sensation qui va partir, qui va perdre connaissance, des tremblements, une pâleur. Et puis, on a une chute. La chute, en principe, elle est beaucoup plus courte que la crise épileptique. Et au fait, la chute, elle a un effet thérapeutique parce qu'à la base, la syncope, elle est en rapport avec une diminution du débit cérébral pour une raison ou une autre, soit une hypotension, soit un problème cardiaque. Et donc, quand le patient se met en position horizontale, vous avez le rétablissement du débit sanguin cérébral avec un réveil assez rapide, sans coma ou confusion post-critique. Alors, ce qui complique la chose, c'est que des fois, vous avez la syncope qui peut s'accompagner de myoclonie. Alors, les syncopes, pourquoi elles s'accompagnent de myoclonies? Au fait, les myoclonies, dans les syncopes, elles ne sont pas d'origine corticale. Elles sont plutôt d'origine au niveau du tronc, elles prennent origine au niveau du tronc cérébral. Et elles sont dues à une diminution du débit cérébral. Donc, ici, vous voyez que les myoclonies, des fois, elles peuvent être assez amples. Et la famille, en vous décrivant le malaise, donc vous pourriez être induit en erreur et penser que c'est des myoclonies épileptiques. Mais comment différencier les deux? C'est d'abord la durée. Dans la syncope, c'est beaucoup plus court. Les symptômes avant la perte de connaissance. La reprise de la conscience, on a dit que c'est très, très rapide, sans confusion ou amnésie post-critique, comme le ferait un patient avec une crise d'épilepsie. Alors, les autres signes, là, pardon, je vais revenir à ça tout à l'heure. Il y a une diapo qui a sauté, bon, c'est pas grave. Là, c'était aussi pour vous parler des crises non épileptiques. Donc, premier diagnostic différentiel à éliminer, c'est la syncope. Deuxième type de malaise à éliminer, c'est les crises fonctionnelles, ce qu'on appelle les crises non épileptiques. Donc, c'est des patients avec des troubles psychologiques, donc avoués ou pas, et qui vont, suite à un conflit, faire une perte de connaissance avec une agitation. Et comment différencier les deux? D'abord, dans la crise fonctionnelle ou la crise non épileptique, qui est d'origine psychiatrique, généralement, le patient ne fait pas de chute traumatisante. Il n'y a pas de morsure de la langue, comme dans une crise épileptique tonico-clonique généralisée, par exemple. La durée est beaucoup plus longue, de l'ordre de 20 minutes, voire plus. Vous avez même des malades qui font des manifestations de 20 minutes, qui se reposent 5 minutes avant de reprendre à nouveau. Ça peut durer même toute la journée. Et puis, le patient, il n'y a pas, même quand il fait des mouvements d'agitation tonico-clonique, il n'y a pas vraiment, en général, il n'y a pas vraiment d'altération de la conscience. Par la suite, ils vous décrivent qu'ils étaient conscients de ce qui se passait, qu'ils arrivaient à entendre l'entourage, mais n'arrivaient pas à répondre. L'autre élément qui permet aussi de différencier, c'est que quand vous avez des crises fonctionnelles et que vous essayez d'ouvrir les yeux du patient, ils ont tendance à fuir le regard ou à essayer de se détacher pour faire en sorte de ne pas regarder en face. Alors que dans la crise épileptique, c'est soit une fixité du regard, soit une révulsion vers le haut ou latéralement. Donc, c'est les principaux éléments qui vous permettent de différencier les deux, en plus du fait que les crises fonctionnelles, habituellement, elles surviennent suite à un conflit et elles surviennent typiquement devant un public. Et donc, dans les crises, petite synthèse, dans les crises épileptiques, vous avez généralisé, vous avez soit les myoclonies, soit les myoclonocloniques, soit les tonico-cloniques, les mouvements sont assez typiques. Dans la syncope, vous avez une chute et le patient qui est soit hypotonique, soit raide, avec même otus autonomos. On a vu qu'on pouvait même avoir des petites myoclonies. Dans les crises fonctionnelles, vous avez le patient qui généralement se tourne la tête à droite et à gauche en fermant les yeux pour éviter le regard. Et on a une attitude typique en arc de cercle, une façon particulière de cambrer le dos avec les jambes fléchies qui est assez caractéristique.
On n'oublie pas de regarder les yeux. Dans la crise épileptique, le patient soit qu'il fixe des yeux, soit qu'il dévie les yeux ou les révulse ou les dévie à droite ou à gauche. Dans la crise fonctionnelle, c'est la fermeture des yeux. Et quand vous essayez d'ouvrir, on a dit, le patient, il porte son regard vers le haut pour fuir le regard. Et dans la syncope, vous avez une révulsion des yeux, ou alors les yeux qui restent fermés. Un élément important aussi, c'est la morsure latérale de la langue. La morsure latérale de la langue, elle est assez caractéristique des crises généralisées épileptiques. Dans la syncope, si le patient fait une chute brutale, il peut se blesser la bouche, mais généralement, c'est soit les lèvres, soit la partie antérieure de la langue, pas la partie latérale. Quand vous avez une morsure latérale de la langue, et généralement, c'est des morsures assez profondes, très douloureuses pour les patients par la suite pour manger, c'est assez typique des crises généralisées. C'est un élément vraiment assez typique. Sinon, pour ce qui est de l'émission d'urine, c'est pas caractéristique des crises épileptiques. On peut l'avoir aussi, on peut avoir des fuites urinaires dans les syncopes, donc ça ne permet pas de différencier les deux. Beaucoup moins dans les CNEP, dans les crises fonctionnelles. Et les vocalisations, même chose. Les vocalisations ne sont pas typiques. Vous pouvez avoir des vocalisations aussi bien dans les crises épileptiques que dans les crises fonctionnelles, que lors des syncopes. Là, c'est un tableau récapitulatif. Donc, les triggers pour la syncope, ils sont assez fréquents. Les triggers, c'est les facteurs déclenchants. Donc, ça peut être la chaleur, ça peut être une forte émotion. Par exemple, le patient qui voit du sang et qui va avoir une chute de tension, une perte de connaissance. Dans la crise épileptique, on a rarement des facteurs déclenchants. Bon, ça peut être la dette de sommeil la veille, ça peut être, des fois on a des patients qui peuvent avoir des crises réflexes, audiogènes par exemple, un bruit brusque peut provoquer une crise. Et dans les crises fonctionnelles, on trouve quasiment toujours un trigger ou un déclenchant qui est le stress ou un conflit avec quelqu'un. Les prodromes dans les syncopes, ils sont constants. Dans les crises épileptiques, elles sont possibles si j'ai une crise focale. Et dans les crises fonctionnelles, les prodromes sont rares. Donc, le patient sans crier gare, il tombe et il fait sa crise. L'installation dans la syncope est progressive. Donc, le patient ressent sent venir le malaise avant de tomber. Et puis, c'est surtout dans la syncope, c'est réversible. Si le patient se met en position assise ou en position en décubitus il ne va pas perdre connaissance. Dans la crise épileptique, l'installation elle est très rapide. Et là, dans la crise fonctionnelle, on peut aussi avoir une installation rapide. Les secousses musculaires dans la syncope, elles sont là, mais après la perte de connaissance. Dans la crise épileptique, les secousses musculaires sont là et ils peuvent précéder la perte de connaissance. Dans les crises fonctionnelles, on peut avoir des secousses musculaires, mais avec des pauses. Le patient qui se repose un peu avant de reprendre les secousses. L'incontinence urinaire possible dans les syncopes, fréquente dans les crises épileptiques, peu fréquente dans les crises fonctionnelles. Les blessures dans les syncopes, elles sont peu fréquentes parce que le patient, généralement, il a le malaise, donc il a le temps de chuter, il s'affaisse. Mais cela dit, on peut très, très bien avoir aussi des chutes traumatisantes dans les syncopes. On a les blessures qui sont très, très fréquentes dans les crises épileptiques, surtout dans les crises atoniques. Et puis, dans les crises fonctionnelles, généralement, il n'y a pas de blessure. La confusion post-critique dans les syncopes, non. Dans les crises épileptiques, oui, très souvent. Et dans les crises fonctionnelles, il n'y a pas de confusion ou de coma post-critique. Et puis, la récupération, qui est assez rapide dans les syncopes, lente dans les crises épileptiques du fait de la confusion post-critique et lente dans les crises fonctionnelles. Autre diagnostic différentiel, c'est les myoclonies physiologiques. Donc, les myoclonies physiologiques, parmi les myoclonies physiologiques, on a les myoclonies d'endormissement. On en fait tous. À l'endormissement, on a une sorte de secousse musculaire qui peut vous réveiller avec parfois une perception d'un rêve que vous êtes poussé d'une hauteur ou que vous tombez. Et donc là, ce sont des secousses qui sont physiologiques, qui ne nécessitent pas de traitement, qui se voient en début de sommeil, jamais quand on approfondit le sommeil. Et généralement, on n'a pas de manifestation en journée. Alors, ça augmente avec le stress, par contre. Donc là, c'est un enfant qui est enregistré pour suspicion de stress. Hop, petite secousse.
À l'EEG, je n'ai pas d'anomalie épileptique, j'ai ce qu'on appelle une hypersynchronie. Ce ne sont pas des anomalies épileptiques. Autre diagnostic différentiel qu'on peut prendre pour des crises épileptiques, et là aussi un trouble du sommeil, c'est les rythmies du sommeil. Les rythmies du sommeil, ce sont des patients qui ont besoin de se bercer, de faire des mouvements rythmiques. C'est ce qui fait qu'on peut les prendre pour des crises épileptiques. Donc, ils font des mouvements rythmiques pour essayer de trouver le sommeil. Et là, typiquement, pour les différencier des crises épileptiques, ces mouvements peuvent s'arrêter si on demande aux patients de s'arrêter. C'est vraiment des mouvements qui apparaissent à l'endormissement ou quand le patient est fatigué. Donc, on voit surtout ça chez les enfants avec troubles du spectre autistique ou des retards psychomoteurs. Et donc, voilà un exemple. Donc, le patient est couché sur le ventre, il prépare son truc. Donc, il croise les mains et là, il fait ce qu'on appelle un headbanging, qui est une rythmie du sommeil. Donc là, c'est un petit qu'on a enregistré au service qui nous a été adressé parce qu'il pour entre guillemets, épilepsie pharmacorésistante. Donc, c'est un enfant qui a été suivi depuis 2 ans sous plusieurs antiépileptiques, ça ne s'arrangeait pas. La description des parents, ils décrivent donc des mouvements rythmiques au cours du sommeil que le médecin a pris pour des crises épileptiques, vu le caractère répétitif et c'était pas trop long, donc c'était bref. Donc, traitement anti-épileptique, alors qu'au final, à l'enregistrement vidéologique, ce sont des rythmies du sommeil. Donc, c'est important de préciser, quand ça survient à l'endormissement, si les parents arrivent à arrêter l'épisode. Donc, si ça s'arrête, c'est que ce n'est pas une crise épileptique. La crise épileptique ne s'arrête pas. Par l'appel ou par la stimulation ou par la volonté du patient. Et donc, vraiment, ce sont des mouvements rythmiques, répétitifs, oui, mais qui surviennent à la fatigue et à l'endormissement, une façon de se bercer pour trouver le sommeil, qui ne nécessite pas donc de traitement médicamenteux particulier. Autre diagnostic différentiel, c'est les parasomnies. Les parasomnies, ce sont des troubles du sommeil qui vont entraîner des comportements anormaux, gênants, soit pour le patient, soit pour son entourage. Et donc, les parasomnies sont classées en parasomnie du sommeil lent profond et parasomnie du sommeil paradoxal. Les parasomnies du sommeil lent profond étant plus fréquentes chez l'enfant et l'adolescent. Et c'est la forme la plus connue, c'est le somnambulisme. Donc, le patient qui va se lever, quitter son lit, commencer à bouger, qu'on pourrait prendre parfois pour des crises épileptiques frontales. Mais la différence, c'est que la parasomnie, elle dure assez longtemps. Autre type de parasomnie, dont je vous montre la vidéo, c'est le trouble du comportement moteur en sommeil paradoxal. C'est une parasomnie qu'on va voir surtout chez le sujet âgé. C'est assez fréquent dans la maladie de Parkinson et c'est une sorte de mise en scène du rêve. C'est le patient qui va un peu bouger en même temps qu'il est en train de rêver. Et donc, la différence par rapport à une crise, c'est qu'ici, quand on va réveiller le patient, il se rappelle avoir fait un rêve qui explique toute la manifestation, d'une part. D'autre part, ce n'est pas stéréotypé parce que la manifestation motrice, elle va être variable en fonction de ce que le patient voit comme rêve. Donc là, c'est un enregistrement polysomnographique. Et donc, on est en sommeil paradoxal. Donc, le patient qui s'agrippe au fil et à la tétière, on pourrait prendre, en même temps, il est en train de dire Gibo, ramenez-le, ramenez-le, ramenez-le. Et donc, au réveil, il décrit un rêve où il était agressé. Et donc, ici, lors de cet enregistrement nocturne, on a enregistré 4 autres épisodes et à chaque fois, c'était des manifestations différentes. Donc, on pourrait prendre ça pour du grasping, le fait qu'il s'accroche au fil, un grasping d'origine frontale, mais quand on revient à l'interrogatoire et quand on revoit les vidéos, c'est à chaque fois des manifestations différentes. Alors, une fois qu'on a éliminé les diagnostics différentiels, et qu'on a retenu que c'est bien une crise épileptique, il faut voir l'étiologie. Alors, une personne sur 10 va faire au moins une crise épileptique dans sa vie, qui peut être en rapport avec une agression cérébrale aiguë,
On parle alors de crise aiguë symptomatique de l'agression cérébrale ou crise provoquée. Et les causes de cette souffrance cérébrale aiguë, elles sont diverses. Donc, vous pouvez avoir des causes métaboliques. Tout ce qui est hypo, tout ce qui est hyper peut faire convulser. Donc, une hypoglycémie, une hyperglycémie, une hypocalcémie, une hypercalcémie, une hypomagnésémie. Tout ça, ça peut faire convulser et ne pas nécessiter forcément un traitement au long cours. Tout ce qui est toxique, donc médicamenteux, alcool, drogue illicite. Alors pour l'alcool, les crises peuvent survenir aussi bien lors de la prise que à l'arrêt. Les traumatismes crâniens, là aussi, cause fréquente de crises épileptiques à la phase aiguë. Les causes infectieuses, les méningoencéphalites, notamment les méningoencéphalites herpétiques. Et donc, quand c'est herpétique, généralement, ça nécessite un traitement au long cours, contrairement à quand c'est un méningocoque ou un pneumocoque, ça ne nécessite pas forcément un traitement au long cours. Les causes inflammatoires, les causes auto-immunes et les causes vasculaires, donc tout ce qui est AVC ischémique, le patient peut convulser à la phase aiguë. Alors, les crises symptomatiques aiguës ne vont pas forcément récidiver. Et donc, par exemple, un patient qui me fait une crise et que je trouve une hypoglycémie, je ne vais pas le mettre sous traitement antiépileptique, même si c'était une crise épileptique authentique. Parce que là, le simple fait de traiter son hypoglycémie et de lui donner des conseils pour éviter les hypoglycémies, donc, va suffire pour ne pas avoir de récidive. Parce que là, c'est une manifestation d'une souffrance en rapport avec l'hypoglycémie. Et donc, en général, je ne vais pas mettre le traitement si mon examen neurologique est normal, si l'imagerie cérébrale est normale, si l'EEG est normal, si j'ai pu déterminer une cause curable, donc hypoglycémie, hypercalcémie, infection. Si la crise n'est pas survenue lors du sommeil, pourquoi? Parce que les crises survenant lors du sommeil, habituellement, ce sont des crises frontales. Et quand j'ai une localisation frontale, c'est que c'est focal, donc forcément, il y a une souffrance localisée. Normalement, si j'ai une hypoglycémie, c'est tout le cerveau qui va souffrir, pas juste une zone du cerveau, à moins que j'ai une fragilité avant. Et si je n'ai pas d'antécédents familiaux de crise épileptique. Donc, dans cette situation-là, si j'ai tous ces critères, je peux ne pas traiter, je peux considérer que la crise est provoquée secondaire à une souffrance aiguë. Ailleurs, il peut s'agir d'une première crise épileptique en rapport avec un syndrome épileptique. Et donc, c'est ce qui fait que nous devons donc voir au décours de tout ça si je suspecte une épilepsie. Donc, la question devant une crise, c'est est-ce qu'il s'agit d'une crise passagère, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou est-ce qu'il s'agit d'une épilepsie? Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, actuellement, on peut retenir le diagnostic d'épilepsie, de syndrome épileptique, à partir de la première crise, si j'ai une imagerie compatible, si j'ai un EEG compatible, si j'ai des éléments qui font que je suspecte que le patient va récidiver par la suite. Et donc, les syndromes épileptiques, les épilepsies maladies sont définies en fonction de l'âge de début des crises, du type de crise. Ça peut être une seule crise et on peut avoir des patients qui font plusieurs types de crises. Par exemple, dans le Lennox-Gastaut, ils vous font à la fois des crises atoniques, des crises cloniques, tonico-cloniques, toniques nocturnes, donc plusieurs types de crises. Les comorbidités, retard psychomoteur, si j'ai un retard psychomoteur, je suis orientée vers les encéphalopathies épileptogènes. Les données de l'EEG, l'examen neurologique et l'examen neuropsychologique. Et puis, élément important, l'imagerie cérébrale, bien sûr, et aussi le pronostic. Donc, les examens paracliniques dont j'ai besoin pour classer mon syndrome, c'est d'abord l'électroencéphalogramme. Comme vous le savez, c'est un enregistrement de l'activité cérébrale. Et donc, quand je regarde l'électroencéphalogramme, je m'intéresse au rythme de base que je regarde sur les régions postérieures. Il doit être régulier avec une certaine fréquence, un certain rythme. Et je m'intéresse aussi à voir est-ce qu'il n'y a pas des activités qui se détachent. Et donc, à titre d'exemple, ici, j'ai un rythme de base qui est normal. Et là, j'ai l'apparition de pointes. En fait, c'est des polypointes et des pointondes. Là, par exemple, j'ai une activité de fond qui est ralentie et j'ai l'apparition de pointondes lentes qui prédominent au niveau d'un hémisphère. Là aussi, j'ai une activité de fond normale, mais j'ai aussi des petites pointes qui sont diffuses. Alors, la stéréo-EEG, c'est invasif, donc c'est quand j'ai
je suspecte une épilepsie focale et qu'on veut opérer, être très précis pour ne pas empiéter sur des zones fonctionnelles. Donc, on va placer les électrodes directement sur le cerveau. Bon, c'est pas encore disponible au Maroc. Donc, on place directement sur le cerveau pour délimiter de façon exacte la zone épileptique et pouvoir la réséquer de façon assez précise. L'imagerie, l'idéal, c'est l'IRM quand elle est disponible. Alors, le scanner, il a un intérêt en situation d'urgence si l'IRM n'est pas disponible ou quand le patient est agité ou s'il a des contre-indications à l'IRM. C'est un examen, le scanner il est moins performant que l'IRM, mais il a l'avantage d'être de réalisation plus courte, donc 5 minutes contre un quart d'heure à une demi-heure sur l'IRM. Et le fait de pouvoir le faire en urgence ou chez un patient agité. Et sinon, vous avez aussi les imageries fonctionnelles, donc le PET scan, métabolique, plutôt PET scan et SPECT qui permettent de définir avec plus de précision les foyers épileptiques. Donc là, c'est un exemple d'IRM qui montre une dysplasie corticale. Là, c'est un scanner cérébral en coupe axiale qui montre une zone hypodense dans le territoire sylvien. Donc, c'est en rapport avec un AVC ischémique sylvien ancien qui s'était manifesté par la suite par une épilepsie, compliquée d'une épilepsie plutôt. Et là, c'est un PET scan qui montre, donc on compare toujours la droite avec la gauche, et donc qui montre une zone d'hypométabolisme en frontal, et donc c'est là que se trouve le foyer épileptique. On peut aussi avoir besoin de tests génétiques, de bilan immunologique, bilan métabolique, de biopsie. Et donc, au décours de ces éléments, je vais pouvoir classer mon syndrome épileptique qui peut être d'origine structurelle, génétique, infectieuse, métabolique, immune ou inconnue. Alors, quelques syndromes épileptiques qu'il faut connaître. Donc, vous avez d'abord l'épilepsie absence de l'enfance. C'est une épilepsie généralisée d'origine génétique. En épileptologie, c'est la seule spécialité où génétique polygénique, ça veut dire idiopathique. Donc, quand on dit idiopathique, ça veut dire au fait que c'est génétique. Donc, ça débute autour de l'âge de 4-6 ans et le type de crise prédominant, c'est les crises absence, avec à l'EEG des pointons généralisés, rapides. Le pronostic est très bon, avec possibilité d'arrêter le traitement au bout de 2 ans. L'épilepsie myoclonique juvénile, ici, c'est chez l'adolescent. Donc, ça associe à la fois des crises généralisées et typiquement des myoclonies des membres supérieurs. Et on peut avoir aussi des crises d'absence associées. Et là, ça répond très, très bien au traitement, sauf que le problème, c'est que c'est des épilepsies qui persistent à l'âge adulte. Et l'EEG est assez typique et permet de nous donner l'élément clé du diagnostic qui est les polypointons rapides généralisés. Dans les syndromes idiopathiques, en général, on n'a pas besoin de faire une imagerie. Ce n'est pas la peine de faire une imagerie si vous avez, par exemple, crise épileptique généralisée, tonico-clonique, avec myoclonie matinale, et qu'à l'EEG, vous avez des pointantes, des polypointantes, pas besoin de faire l'imagerie. Vous faites l'imagerie, ça va être normal. Donc, c'est juste de l'argent gaspillé. On la fera s'il y a des atypies par la suite. Les épilepsies avec crise tonico-clonique du réveil, là, les patients, ils font moins de crises. De temps en temps, une fois par 6 mois, il va faire une crise généralisée le matin au réveil, comme son nom l'indique. L'épilepsie à pointe centrotemporale, donc c'est une épilepsie de l'enfance caractérisée par des crises rares, hémicorporielles typiquement, et en EEG en journée. L'EEG de veille ne montre pas ou peu d'anomalies, mais les anomalies vont s'activer nettement au cours du sommeil. Et c'est des patients qui font de rares crises, mais très souvent avec on peut avoir des troubles cognitifs. Les épilepsies occipitales bénignes, ici, ça va commencer par des troubles visuels, plus ou moins généralisation secondaire. Habituellement, ils sont de bons pronostics. Le syndrome de West, le début, c'est vers 6 mois. Et ça associe des spasmes en flexion avec cet aspect typique, avec sur le plan clinique déjà une régression des acquisitions psychomotrices, et à l'EEG, cet aspect typique d'hypsarythmie, c'est un EEG chaotique avec des pointantes lentes, amples, diffuses.
Le syndrome de Lennox-Gastaut, qui est assez fréquent, donc c'est une encéphalopathie épileptique sévère. Et les étiologies sont multiples, c'est assez fréquent sous nos cieux, avec, vu la fréquence des souffrances néonatales. Donc, ça peut être dû à un infarctus prénatal ou périnatal, infection du système nerveux, traumatisme, ou encore, ça peut être d'origine génétique. Et donc, ça peut suivre un syndrome de West. Un enfant peut faire un syndrome de West, puis, par la suite, évoluer vers un syndrome de Lennox-Gastaut. Et là, vous avez la triade, retard psychomoteur, multiples types de crises et à l'EEG, des anomalies assez typiques. Et c'est caractérisé par la pharmacorésistance. C'est des patients qui répondent très peu au traitement antiépileptique. Là, vous avez l'aspect typique au cours du sommeil avec ces rythmes rapides du sommeil. L'épilepsie temporale médiale ou sur sclérose hippocampique, là, c'est l'exemple type de l'épilepsie focale sur lésion corticale. Donc, l'âge de début, c'est vers 5 à 15 ans. Les patients vont faire des crises focales temporales, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, des sensations épigastriques, des sensations émotionnelles, de déjà vu, déjà vécu. Il n'y a pas d'altération de la conscience au tout début. On peut avoir des automatismes type de mâchonnement. Et parfois, on peut avoir une généralisation secondaire. Et donc là, c'est des crises qui, quand on arrive à poser le diagnostic de sclérose hippocampique, il se peut qu'on propose un traitement chirurgical qui peut donc avoir un effet très, très positif sur l'évolution de la maladie. Donc, à l'IRM, on a cet aspect de sclérose hippocampique. Ici, c'est la zone temporale interne avec l'hippocampe. Là, vous avez un hippocampe qui est normal, donc la forme ovoïde avec un signal qui est normal, la corne temporale qui est de taille normale. Là, vous avez une corne temporale interne qui est sclérosée avec, c'est l'hippocampe qui est sclérosé avec un hypersignal quand je compare. Là, c'est en hypersignal par rapport à l'autre côté. La corne temporale du ventricule qui est dilatée par attraction. Et la forme globale n'est plus conservée. Ici, vous avez une forme ovoïde. Là, c'est carrément devenu plat ou concave. Alors, la synthèse de la démarche devant un malaise, je vais m'aider de l'anamnèse, de l'examen clinique et de l'ECG. Je vais essayer d'éliminer les diagnostics différentiels. À partir du bilan biologique et de l'imagerie en urgence, je vais pouvoir classer mon patient soit en crise épileptique symptomatique aiguë, si je trouve une cause, si mon EEG est normal, si mon imagerie est normale. Si je n'ai pas les critères ou que je ne trouve pas de cause de souffrance aiguë, je vais m'orienter vers une épilepsie et approfondir mon anamnèse, l'examen clinique, faire un EEG prolongé, l'imagerie cérébrale et un bilan neuropsychologique afin de déterminer mon syndrome épileptique et de pouvoir trouver l'étiologie du syndrome épileptique. Évolution, complications, donc beaucoup de complications. On peut avoir des traumatismes liés à la chute, destruction des cellules du muscle, pneumopathie d'inhalation. Les crises prolongées peuvent avoir une conséquence durable au niveau du cerveau du fait de l'apport insuffisant d'oxygène au cours de la crise. Le SUDEP, qui est la hantise des épileptologues, qui est le Sudden Unexpected Death. Une épilepsie, c'est la mort subite de l'épileptique, qui survient surtout lors du sommeil, chez les patients qui sont mal contrôlés. La physiopathe n'est pas connue. Bien sûr, l'état de mal épileptique, qui est une crise épileptique prolongée. Mais sinon, de nombreuses formes d'épilepsie vont évoluer de façon spontanée normalement. Il faut se rappeler que le traitement antiépileptique médicamenteux, c'est juste un traitement symptomatique et que l'évolution va suivre son cours qu'on traite ou pas. Après, on met le traitement, il faut mettre le traitement pour améliorer la qualité de vie et éviter tous les accidents et toutes les complications des crises. Et donc, il est possible d'arrêter définitivement le traitement de façon progressive sous surveillance médicale, surtout chez les enfants. Les formes graves peuvent se stabiliser et s'améliorer avec le temps. Et on peut avoir des formes bénignes qui peuvent se compliquer avec le temps. Et dans la majorité des cas, le traitement a un effet bénéfique. Alors, comment justement prendre en charge? D'abord, les mesures générales. Le sommeil doit être respecté, suffisant à heures régulières. Attention à certains facteurs déclenchants de crise, comme le manque de sommeil, comme certains médicaments qu'on utilise couramment, par exemple les antihistaminiques. Ils peuvent, chez un patient prédisposé, épileptique, provoquer des crises. Les vasoconstricteurs décongestionnants aussi, ils peuvent être impliqués. Le tramadol.
l'excès de caféine, les terpènes, qui sont des substances aromatiques dans les huiles essentielles, donc notamment le camphre et la menthe poivrée, les drogues et alcool, que ce soit la consommation ou le sevrage, les émotions fortes, la chaleur et la fièvre, les lumières clignotantes pour certains types d'épilepsie, la scolarité. En principe, on conseille une scolarité en milieu normal, autant que possible. Des aménagements scolaires peuvent être demandés si nécessaire. Et en cas de grosses difficultés scolaires, l'enfant peut être placé en établissement spécialisé. La conduite automobile, en principe, pour les patients épileptiques, elle est autorisée, mais après 1 an sans crise. Et les activités professionnelles, certaines sont interdites, comme les emplois nécessitant le port d'armes, donc ne peuvent pas s'engager dans l'armée, la manipulation d'engins dangereux, les professions du bâtiment, les professions de chauffeur professionnel. Les loisirs, en principe, là aussi, on interdit tout ce qui est dangereux, donc si survenu de crise, donc notamment la plongée, l'escalade, le tir sportif, le saut en parachute et sous surveillance, la baignade et l'équitation. Prévention des accidents domestiques, donc pour éviter les chutes du lit, on met la literie au sol, température de la chambre, etc. Le traitement pharmacologique, c'est à base de médicaments antiépileptiques. Les règles de bon usage, c'est d'abord respecter scrupuleusement la dose et le rythme des crises. Il faut faire attention aux médicaments que le patient prend déjà pour éviter les interactions. Et les effets secondaires peuvent être passagers, mais s'ils sont gênants et persistants, il faut penser à changer de traitement. Alors, les antiépileptiques, il y a toute une liste qui ne sont pas disponibles partout. Par exemple, au Maroc, on a l'acide valproïque, excellent antiépileptique, mais contre-indiqué chez la femme enceinte ou les femmes en âge de procréer en général. Il est très utile dans les épilepsies généralisées, les épilepsies absence et les épilepsies myocloniques juvéniles. La lamotrigine, là, on peut l'utiliser, c'est le plus safe qu'on peut utiliser chez la femme enceinte. Faire attention quand même au fait qu'il faut le doser progressivement parce qu'il peut donner des effets secondaires allergiques. La carbamazépine, excellent antiépileptique pour les crises focales, mais avec beaucoup de problèmes d'interaction médicamenteuse. L'oxcarbazépine, comme la carbamazépine, mais moins d'effets secondaires. La gabapentine et la prégabaline qui sont utilisées en association dans les crises focales. Le topiramate, c'est un antiépileptique large spectre, mais il a une conséquence sur l'appétit. Donc, chez certains, il peut entraîner une anorexie. Donc, ça pourrait être utile, par exemple, chez un patient avec obésité. Donc, on donne le topiramate comme ça, d'une pierre deux coups. On agit à la fois sur l'épilepsie et sur la prise de poids, donc vu son effet anorexigène. Le lévétiracétam, très bon antiépileptique pour les crises focales et généralisées, mais le problème, c'est qu'il est assez coûteux, d'une part. D'autre part, c'est qu'il faut faire attention à ne pas le donner chez des patients qui ont un terrain psychiatrique, donc notamment s'ils ont des troubles psychotiques ou un syndrome dépressif. Il y a des cas dans la littérature de suicide suite à la prise de lévétiracétam, donc attention. Les benzodiazépines, qu'on utilise surtout en urgence ou alors en traitement d'appoint. Donc, assez efficace, mais au prix de beaucoup d'effets secondaires. L'éthosuximide, qu'on n'a pas au Maroc, c'est l'antiépileptique au spectre le plus étroit, donc utilisé dans les épilepsies absence de l'enfant, très, très efficace. Le phénobarbital, également très efficace. Attention, il peut aggraver les crises absence de l'épilepsie absence de l'enfant. Problème d'interaction médicamenteuse et de mauvaise tolérance. Par contre, côté coût, je pense que c'est l'antiépileptique le moins cher. Bon, les autres antiépileptiques qu'on n'a pas, donc la liste est assez longue. Et donc, comment on choisit l'antiépileptique? Donc, on choisit l'antiépileptique d'abord en fonction de ce qu'on a au pays. Ensuite, on choisit l'antiépileptique en fonction du type de crise, du syndrome et du terrain, sans oublier de prendre en considération les moyens du patient. Si le patient n'a pas les moyens, on ne va pas aller prescrire, par exemple, le lévétiracétam alors qu'il n'a pas une assurance pour se faire prendre en charge. Donc, il ne va pas prendre le médicament. Mieux vaut négocier avec le patient et voir le médicament le plus adapté à son syndrome et à son terrain et à ses moyens. Donc, en général, on commence par un seul médicament antiépileptique. Si ça ne marche pas, on change vers un autre antiépileptique. Si ça ne marche pas, tout ça en essayant d'augmenter la dose. Si ça ne marche pas, on passe à une bithérapie.
Si ça ne marche pas, on peut tenter une trithérapie, mais en général, on ne passe jamais à une quadrithérapie parce que ça a très, très peu d'intérêt. Et donc là, c'est le traitement de l'état de mal épileptique. Je pense que je vais avancer parce que j'ai dépassé le temps. Les traitements chirurgicaux, c'est en cas de pharmacorésistance. Donc, il y a plusieurs gestes qui peuvent être curatifs ou palliatifs. Donc, curatif, c'est on enlève la lésion, c'est la cortectomie. Palliatif, c'est quelqu'un qui fait de nombreuses crises épileptiques. On va essayer de faire des gestes pour diminuer la généralisation secondaire. Donc, on peut faire une callosotomie, hémisphérotomie. Donc, vous imaginez que c'est des chirurgies assez agressives qu'on ne va prescrire qu'en cas d'épilepsie extrêmement pharmacorésistante avec de nombreuses crises par jour. Le Gamma Knife, qui est une technique récente et qui permet d'atteindre des zones inaccessibles chirurgicalement, et la stimulation du nerf vague. Les traitements diététiques, on a les régimes cétogènes classiques, le régime à base de MCT oil. Le cétogène classique, il est très difficile à suivre, vraiment très difficile. Le MCT oil, c'est à base d'une huile MCT, c'est une huile de synthèse à base d'huile de noix de coco. Qui est plutôt cher, donc on n'utilise pas. Le régime Atkins, c'est ce qu'on utilise au Maroc, donc c'est un régime qui se focalise sur les glucides, donc on diminue les glucides à moins de 10 grammes par jour et on laisse le patient prendre autant qu'il veut de lipides et de protéines. Ça marche, ça marche plutôt bien. Et sinon, il est de mon usage de recommander à tout patient épileptique de suivre un régime bas index glycémique. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est une alimentation saine, et que parce que plus vous baissez les glucoses, plus vous diminuez l'apport en carburant aux cellules actives. Et donc, vous diminuez les risques de crise épileptique. Alors, les messages à retenir, c'est que c'est une pathologie fréquente, retentissement important sur la qualité de vie du patient et son entourage. Il est très important de faire une démarche diagnostique correcte qui passe par les étapes suivantes. D'abord, le diagnostic de la crise. Deuxièmement, éliminer ce qui n'est pas une crise épileptique. Différencier une crise symptomatique d'une épilepsie maladie qui va nécessiter un traitement au long cours. Et puis, faire le diagnostic syndromique correct pour connaître l'étiologie et pouvoir choisir le traitement le plus adapté. Et le choix du traitement, comme je l'ai dit, il est fonction d'abord des produits disponibles dans chaque pays, du syndrome épileptique, du type de crise prédominant, du terrain du patient, sans oublier de prendre en considération les moyens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. J'espère que ce n'était pas trop long.